Retour à une semaine dans le monde, deuxième partie, avec à nos côtés cette semaine Rokhaya Diallo, journaliste, réalisatrice de documentaires et auteure de cet ouvrage paru en 2011 et dont c'est la réédition Racisme, mode d'emploi aux éditions Soulaja. Également avec nous Christian Macarian, directeur délégué de la rédaction de l'Express, Claude Veil, chroniqueur politique et ici Sasco Beretta, chargé de projets éditoriaux à Cartooning for Peace. On a évoqué dans la première partie de cette émission l'affaire Théo, du nom de ce jeune homme de 22 ans qui a été interpellé dans des conditions particulièrement brutal au point qu'il est toujours hospitalisé à l'heure qu'il est avec 60 jours d'interruption totale de travail. L'autre thème de la semaine ici en France, c'est François Fillon qui contre-attaque. On le pensait perdu ici même vendredi dernier, on en avait parlé, lâché par une partie de son camp, sur le point d'abandonner. Eh bien non, il s'accroche, il a donné une conférence de presse lundi et il compte bien se présenter coûte que coûte. Du coup, il a fait la tournée des plans B à 3 mardi chez François Baroin, chez Jean-Pierre Raffarin à Poitiers jeudi, avec à chaque fois le même cocktail désormais familier, un soupçon d'excuses, une grosse dose d'auto-justification et une charge sans fioriture contre la justice, la presse et les désormais fameuses officines. Écoutez. 36 ans de vie politique. 36 ans sans jamais aucun problème d'ordre judiciaire. Je suis aujourd'hui la cible d'une attaque impitoyable, partiale, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et tout ceci pour des faits anciens, connus, légaux. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est équitable? C'est à vous de répondre, et pas au tribunal médiatique. Oui, les officines, on en rigolait hors antenne. Après les assureurs, les pharmaciens peuvent désormais lui dire merci, Claude Veil, François Fillon. On le voit s'en prendre à la presse, haranguer la foule. On l'avait jamais vu comme ça, François Fillon. C'est payant, d'après vous? Auprès de son public, oui. Si j'en juge par les sondages, auprès de l'opinion en général, non, ça ne marche pas. Au fond, sa conférence de presse, sa contre-attaque de la semaine dernière, avait un double objet. Éteindre l'affaire Fillon par une espèce d'effet de souffle en jouant le jeu de la vérité et en présentant ses excuses publiques, en admettant l'erreur et présentant des excuses publiques au peuple français dont il pensait que ça pourrait être une affaire. Et c'est donc liquider ça. Et deuxièmement, il y avait un deuxième objectif qui était d'assurer son autorité sur son camp et de mater les rivaux éventuels. Le deuxième objectif a été atteint, plombé et vitrifié. Le premier objectif n'a pas été atteint. L'affaire continue, elle continue à courir dans les consciences, elle infuse dans l'opinion publique. Et si j'en juge en tout cas par les sondages jour par jour, par exemple, que publie Paris Match, l'érosion continue. Aujourd'hui, j'ai vu un sondage disant que la moitié des électeurs de droite et du centre pensent qu'il faudrait changer de candidat. 53%. C'est ça, un peu plus de la moitié pense qu'il faudrait changer de candidat. Donc, il n'a pas du tout cassé la logique du Fillon-Gate, qui est un poison à effet continu et qui érode considérablement sa parole. On voit bien, chez vous et partout, de quels extraits on retient, uniquement des extraits qui ont lieu à l'affaire. Sur ce qui étaient les deux piliers de sa campagne, c'est-à-dire l'exemplarité. Il a beau dire, pendant 37 ans, j'ai eu aucun problème. Mais oui, mais maintenant, tout le monde. Et deuxièmement, l'autre angle majeur de sa campagne, c'était l'économie sur les deniers publics, la réduction de la dépense publique, la réduction de la couverture sociale, etc. Il est devenu sur ce thème totalement inaudible. Comment voulez-vous? Aujourd'hui, après ce qui a été révélé, qu'il a expliqué que l'argent des Français est mal employé et qu'il faut qu'on dépense beaucoup trop. C'est devenu un discours intenable. Le discrédit, Rokhaya Diallo, il est profond. Est-ce que, en restant, François Fillon, au-delà de lui-même, fait mal à la politique et à l'image de la politique ? De toutes les façons, je crois que l'image des politiques est effectivement sérieusement écornée. Il y a un sentiment de défiance extrêmement important et diffus au sein de la population française. Et le choix de François Fillon semblait s'orienter en tout cas vers l'émergence d'un candidat qui pouvait prétendre, en tout cas promettre une bonne gouvernance et qui lui-même avait structuré toute sa campagne en fait autour de l'idée qu'il était, contrairement à ses camarades des Républicains, une personne
dénué, enfin voilà, c'est-à-dire qu'il avait face à lui un condamné pour emploi fictif et un mis en examen. Absolument. Donc lui avait vraiment joué cette carte-là, et de le voir englué dans cette affaire-là et se défendre en fait en disant que c'est légal, sans parce que c'est ce qu'on a vu dans l'extrait qu'on vient de voir, sans rappeler quand même qu'aujourd'hui ce qu'on questionne c'est l'effectivité en fait du travail de son épouse. Donc si c'était légal, c'est possible, mais si elle n'a pas travaillé, ça pose quand même un autre problème, et les sommes qui sont engagées sont considérables. Donc je rejoins tout à fait Claude dans le fait qu'on ne peut pas à la fois demander aux Français de se serrer la ceinture, de leur demander de faire un effort collectif pour assainir les finances publiques, quand soi-même on a pendant plusieurs décennies, comme il vient de l'indiquer, contribué en fait à creuser ce trou qui est celui de nos finances actuelles. Donc je crois que ça ne fait finalement que renforcer ceux qui les gens qui, les candidats et candidates qui pourfendent le système, un système qui serait globalement corrompu et qui serait espèce d'amalgame du MPS, même si aujourd'hui le MP n'existe plus. Mais voilà, je crois qu'il n'a fait que finalement renforcer le soupçon qui pesait plus généralement sur la classe politique. Sa défense, en tout cas, elle demande le dessaisissement du parquet national financier qu'elle estime incompétent pour juger de la rémunération qu'octroient les députés à leurs assistants parlementaires. Écoutez son avocat. Le parquet national financier dispose, on en a beaucoup débattu ces derniers jours, d'une compétence limitée, et limitée à certaines infractions, parmi lesquelles figure bien sûr le détournement de fonds publics. Sauf que l'absence de cette infraction dans le dossier qui nous occupe rend le parquet national financier incompétent pour enquêter, et son enquête en devient illégale. Alors, il n'est pas le seul à le dire, il faut le dire à Antonin Lévy. Maître Éric Dupond-Moretti, qu'on ne peut pas soupçonner d'être un profillon, dit la même chose. Il y a un vrai argument, là, d'après vous, Christian Macarian. Oui, il y a un vrai argument, mais avant d'arriver à l'argument, analysons la stratégie de François Fillon. Il est face à une déferlante qui peut le balayer comme un bulldozer, donc qui coupe en deux la menace. Et il fait une partie juridique. Les avocats sont en train de démontrer ou en tout cas prétendent de soulever un point de droit. Ça ne tient pas en droit. Et il fait une partie politique, qu'on a vu dans les images précédentes, en allant chercher le soutien auprès de son cœur d'électorat, puisque c'est comme ça qu'il a gagné les primaires, avec cette population la plus à droite de la droite, en gros. Et auprès de cette population, croit-il, là je suis en train de décrire, ça, à mon avis, sa stratégie, croit-il qu'il peut remonter la pente par la théorie du noyau dur. Il y aurait un noyau dur acquis à Fillon, autour duquel le reste de la droite s'agrégerait forcément. Il veut recréer une dynamique, exactement ce qu'il a fait pour les primaires et qui lui a profité pour les primaires. Sauf que là, c'est totalement différent. C'est que là, il y a une cassure, à mon avis, évidente avec l'opinion même de droite. Jusqu'au début, c'était l'opinion en général, mais maintenant, c'est même l'opinion de droite et au-dessus de la majorité, convaincu qu'il doit céder la place. Donc, à mon avis, ces arguties juridiques, même si c'est fondé, sont une sorte de bataille d'arrière-garde. L'opération politique va plus vite que l'opération juridique. Donc, à mon avis, il mène un combat d'arrière-garde parce que par rapport à l'opinion, tout ce qu'il dit désormais est suspect. C'est même plus audible. Je peux ajouter deux remarques ? Oui, et moi j'ajouterais juste une question, Claude. Et si c'était la preuve aussi que le camp Fillon, à travers cette stratégie de dessaisissement, montrait tout simplement qu'il pressent la mise en examen prochaine du candidat Fillon. Je n'ai pas très bien compris ce que disait Antonin Lévy, maître Antonin Lévy, puisqu'il nous dit l'absence d'infraction fait que le parquet n'est pas compétent. Mais à ce moment, n'importe quelle personne qui a des ennuis avec la justice peut dire puisque je n'ai pas commis une infraction, je vous dessaisis. Par définition, c'est un peu curieux comme raisonnement. Il y a une chose qui est vraie, c'est que la séparation des pouvoirs postule que les parlementaires ont la capacité de faire un certain nombre d'actes sans vivre en permanence sous la surveillance de la justice. Il y a trois ordres depuis Tocqueville et l'invention de la démocratie. Il y a trois ordres, l'exécutif, le judiciaire et le législatif, qui doivent vivre leur vie indépendamment. Mais là où je pense il faut être très très prudent, c'est que à l'abri de la séparation des pouvoirs, il s'est développé au sein du Parlement des pratiques délictuelles ou en tout cas profondément immorales dans lesquelles
la séparation du pouvoir devient un pur alibi sur votre propre site, sur France 24. Je lisais aujourd'hui le témoignage d'un assistant parlementaire aujourd'hui à la retraite. C'est un monsieur qui a, je crois, 70 ans. Mais ce qu'on lit est absolument accablant. C'est-à-dire, il dit, mais tout le monde faisait ça, c'était normal. Moi, j'avais un député, c'était un député ou un sénateur de la Manche. Moi, je bossais, et puis c'était de notoriété publique que sa femme n'en foutait pas une. C'était notre Pénélope à nous, dit-il dans l'interview. Tout le monde savait qu'elle foutait rien du tout. Elle venait à Paris, et elle venait simplement, elle passait au bureau pour voir s'il y avait des invitations pour des cocktails. Est-ce que l'argent de la République doit servir à permettre à la femme du sénateur de venir passer 3 jours à Paris par semaine pour aller au cinéma et faire des expositions de peinture? C'est absolument, pour les citoyens, insupportable, et du point de vue de la morale civique, c'est inacceptable. Et lorsque on voit le nombre de députés, de sénateurs, de présidents de conseils généraux, de présidents de conseils régionaux qui ont pratiqué, je dirais presque ingénument, ne voyons pas où est le problème. Cette forme de népotisme incroyable qui consiste à embaucher leur fils comme chef de cabinet, leur gendre comme chauffeur. Mais pour les citoyens, c'est insupportable. Il n'y aurait pas de problème s'il n'était pas candidat à la présidence de la République. C'est vrai. Il n'y aurait aucun problème. On dirait, il a fait comme tant d'autres, et puis voilà. Il n'y a pas de faute suffisamment constituée en droit, séparation des pouvoirs. Le bureau de l'Assemblée n'a rien trouvé à y dire. Donc, on passe l'éponge. Sauf que François Fillon est non seulement président de la République, candidat, il n'est pas encore, de moins en moins d'ailleurs. Il est candidat à la présidence, et qu'en plus, il fait du cœur de son discours, dans le cœur de son discours, il y a la maîtrise des finances publiques. Ouais. Il est frappé l'effort et l'exemplarité. Isis Ascoberetta, on imagine aussi que ça fait réagir les dessinateurs. Oui, alors ils ont surtout suivi la conférence des Fillon, et donc on a ces premiers dessins des Bénédicte, qui est une dessinatrice suisse, dessins publiés dans Vigous. Alors on voit François Fillon qui est en train de... Je peux tout expliquer grâce à ces notes tapées gratuitement par ma femme. On voit Pénélope Fillon au travail. Cet autre dessin des Hermann, alors voilà, la dessinateur suisse, un dessin publié dans la Tribune de Genève. Alors la conférence de presse qui devait être une contre-attaque, et on voit cette contre-attaque un peu paradoxale avec un Fillon qui dit « Je n'ai rien fait d'illégal ». Et ma femme n'a rien fait non plus. Donc je vous laisse disserter sur le mot « rien » dans les deux phrases. Cet autre dessin des Gros, un dessin publié dans Marianne. Alors on sait que François Fillon avait dit qu'elle avait fait des tâches simples mais indispensables, et aussi qu'elle s'occupait du courrier. Donc on voit là Fillon noyé dans son courrier, profiteur, rendez l'argent, voleur, et lui qui s'exclame « il faudrait la réembaucher ». Et cet autre dessin de La Serpe, un dessin publié dans Marianne. Alors on sait que Frigide Barjot a lancé une pétition pour soutenir François Fillon, et on voit bien qu'il est un peu... Voilà, c'est comme il dit, comme si j'avais pas assez d'emmerdement, comme ça. Oui, qui s'était illustré, on s'en souvient, pour la manif pour tous, opposé donc au mariage pour tous. Juste un mot, alors est-ce l'effet ou pas des problèmes de François Fillon? Toujours est-il qu'hier, Marine Le Pen a réalisé la meilleure audience de l'émission politique depuis son lancement, 3,5 millions de téléspectateurs, ça représente un peu plus de 16% de part d'audience. La candidate qui est aussi celle qui a le plus convaincu les téléspectateurs à l'issue de cette émission, 40%, juste derrière Alain Juppé, mais devant François Fillon et Benoît Hamon. Le signe peut-être que les ennuis de François Fillon profitent en partie à la dirigeante du Front National, qui a eu à répondre d'ailleurs elle-même en début d'émission des emplois accordés à son garde du corps, à sa directrice de cabinet et à son compagnon Louis Alliot. Il y a 9 instructions en cours sur l'utilisation des collaborateurs du Front National, plus de problèmes qui en effet avec le Parlement européen. François Fillon avait un argument le plus fort dans sa conférence de presse, au fond, c'était de dire « moi, c'est vous ». C'est pas moi qu'ils attaquent, c'est vous. Ils veulent vous voler la victoire qui nous semblait promise. Mais c'est un argument qui est dangereux, parce que s'il continue à dévisser dans les sondages, à ce moment-là, les gens vont lui dire « mais attends, c'est toi qui nous vole la victoire ». Et si tu veux, c'est toi qui es en train de nous priver de la victoire. Parce que la victoire, au final, c'est l'électeur qui la décide, c'est pas le candidat. Et le résultat pour l'électeur de droite, a priori, d'après les enquêtes d'opinion majoritaires dans ce pays, fortement, si on additionne tout, le résultat pour l'électeur de droite, c'est qu'une élection qui était absolument imperdable semble perdue. Aujourd'hui. Et ça dépasse le problème de François Fillon. Ça n'est pas pardonné à celui qui est à l'origine de ce sentiment-là.
Il faut juste aussi ajouter qu'il y a un autre problème dans l'affaire Fillon, parce qu'on parle beaucoup du Penelope Gate, entre guillemets, mais il y a aussi une question de conflit d'intérêts. Son cabinet a quand même reçu une somme substantielle d'AXA, alors qu'il était député national et que AXA faisait du lobbying pour une directive européenne qui devait rentrer dans le droit positif français. Donc il y a aussi... Et qu'il a envisagé aussi de dérembourser un certain nombre d'actes de la sécurité sociale, ce qui place les mutuelles et donc AXA aux premières loges. Donc il y a un conflit d'intérêts qui me semble aussi assez important. On passe à notre dernier sujet, c'est devenu le premier show de télé-réalité au monde. Vie ma vie de président, c'est l'expérience que fait Donald Trump depuis 3 semaines sous nos yeux fascinés ou ébahis, c'est selon. Le problème, c'est qu'on n'est pas dans un jeu et que la présidence en question, c'est celle de la première puissance de la planète. Un pouvoir considérable concentré dans les mains d'un homme sans expérience de la politique et dont l'impulsivité se lit chaque jour sur Twitter. Cette semaine, c'est le système judiciaire américain qui en a pris pour son grade, accusé d'exposer les Américains au risque terroriste pour avoir suspendu ses décrets anti-immigration. C'est du moins à la décision qu'ont pris donc 2 tribunaux à Seattle et puis la nuit dernière à San Francisco. Rokhaya Diallo, c'est inquiétant pour vous de voir un président s'opposer de cette manière-là. Ces juges est jeté en pâture, en l'occurrence le nom, on connaissait celui de Seattle, mais en gros les accusés de mettre la sécurité des Américains en péril. C'est extrêmement inquiétant de le voir. Effectivement, vous avez parlé de son impulsivité et la manière dont elle se manifeste à travers les réseaux sociaux et en fait dont finalement Donald Trump essaie d'utiliser cet accès direct aux électeurs pour faire pression en fait sur le pouvoir judiciaire. On parlait tout à l'heure de séparation des pouvoirs, qui est quand même assez structurante et assez bien définie dans le droit américain. C'est extrêmement inquiétant et c'est vrai que on a beaucoup parlé du Muslim ban, donc cette action qui consistait à empêcher les citoyens ressortissants de certains pays à forte majorité musulmane. On voit bien que le choix des pays, c'est aussi fait en fonction de ses intérêts commerciaux. Donc on voit que dans son idéologie qui consiste à dire on ne va plus laisser rentrer certains musulmans pour des raisons qui sont liées à leur dangerosité supposée par rapport au terrorisme, il est quand même toujours capable de discerner ses intérêts commerciaux et que finalement l'intérêt... Voilà, je pense que finalement ça va dans la même poche. Et il est capable de les faire passer avant ce qu'il prétend être la sécurité des Américains. Donc moi je trouve que c'est problématique. Et encore une fois, c'est un président qui s'est placé dans sa campagne comme étant anti-système et il n'a fait que finalement rassembler des gens extrêmement fortunés dans son gouvernement dont l'intérêt n'est certainement pas celui des électeurs qui l'ont porté au pouvoir. Qu'est-ce qui est gênant, Christian Macarian, dans cette affaire? Le degré d'impréparation, le conflit d'intérêts, la méconnaissance peut-être des réalités du monde. Vous retenez quoi? Oui, précisément. Ce qui est gênant, c'est... Ou peut-être pas gênant du tout, d'ailleurs. Parce que lui dit, pour sa défense, ces pays avaient déjà, d'après l'administration Obama, des difficultés à échanger des informations avec nous, ce qui explique qu'on les ait suspendus pendant 3 mois. Ce qui est de plus grave, c'est la méconnaissance des fondamentaux américains. C'est un pays fondé sur 2 éléments historiques irréfutables. Le premier, c'est l'immigration, et le deuxième, c'est le droit. Le troisième pourrait être la religion, si on veut, mais pas la religion au sens excluant. La religion au sens incluant, puisque les États-Unis ont été fondés par des immigrants qui souffraient de persécutions religieuses en Europe. Il ne faut pas l'oublier. Des puritains, en l'occurrence. Voilà, c'est l'épopée du Mayflower, etc. Et je crois qu'il a pris de front une société fondée sur l'intégration. Je n'ai pas dit forcément l'accueil, parce qu'ils ont connu, les États-Unis, beaucoup de phases durant lesquelles ils ont fermé les frontières et ils ont été très souvent, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, très durs avec les populations asiatiques. Donc il ne faut pas oublier ces épisodes-là. Dans les années 30 aussi, il y a eu une restriction brutale de l'immigration. Absolument. Donc ça n'est pas une nouveauté en tant que telle. C'est pas un fait unique. Mais le faire en bafouant le droit et en usant de l'arbitraire présidentiel, je crois qu'il a oublié que dans la Constitution de 1787, il n'y a qu'une seule ligne consacrée aux prérogatives du président. Le président assume le pouvoir exécutif. Et point. Il n'y a pas une description, comme c'est le cas dans la Constitution française, des prérogatives du président, la Constitution française étant exorbitante de la règle démocratique générale de ce point de vue-là. Donc Donald Trump a essayé, c'est le clash inaugural, de mesurer sa marge de manœuvre en allant très loin. Eh bien, il l'a mesuré. Il y a une réaction de toute la société, notamment des juges, et c'est démocratiquement assez sain. Et en même temps, Claudet, on ne peut pas lui reprocher de ne pas faire ce qu'il avait dit qu'il ferait. C'est-à-dire les gens qui ont voté pour lui l'ont fait en connaissance de cause. C'est humoriste américain, pas de peau pour une fois qu'un président respecte son programme, ça tombe sur Trump.
Bon, le personnage, au bout de quelques semaines, manifestement n'a pas levé les interrogations sur à la question « est-il qualifié pour le job ?» Moi, mon opinion personnelle importe peu. Ce que je vois, ce que je lis de Washington, c'est que l'idée a plutôt progressé qu'il n'est pas qualifié pour le job. C'est-à-dire qu'il n'a pas les compétences, il n'a pas la solidité, il n'a pas la fermeté. Petite parenthèse insolente, tout à l'heure, je voyais le tweet que vous avez passé à l'écran. Quand je travaillais dans un journal et qu'on recevait beaucoup de courriers, la première chose qu'on mettait à la poubelle, c'était les lettres écrites en lettres capitales, parce que c'était toujours des dingues. Quand quelqu'un écrit intégralement une lettre en capitale, c'est qu'il est un peu dérangé. Vous savez qu'il y a une pétition aux États-Unis qui pense qu'il faut le psychiatriser. Moi, je ne sais pas s'il faut le psychiatriser, je ne suis pas psychiatre moi-même, mais je vois qu'au département d'État, des hauts fonctionnaires sous le sceau du secret disent qu'il pose un vrai problème, parce qu'il dit n'importe quoi. Il a théoriquement une doctrine isolationniste, mais il fait une fois par jour une provocation. L'isolationnisme, après tout, ça ne crée pas la guerre. Mais sauf qu'il fait une fois par jour une déclaration qui ne fait que jeter de l'huile sur le feu sur tous les conflits du monde. En Iran, au Proche-Orient, en Chine, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit contribue à aggraver les tensions du monde. Le département d'État est inquiet. Ses foucades personnelles sont incompréhensibles, au point que le juge qu'il a nommé lui-même, un conservateur républicain de 49 ans, qu'il a nommé à la Cour suprême, a confié en privé qu'il était décourageant. C'est-à-dire que sa façon de systématiquement, lorsqu'une décision de justice est défavorable, de la critiquer, ce qui est contraire à la tradition américaine, et de dire « on se retrouvera à la Cour », etc., de façon presque de cow-boy, c'est lui, le juge de la Cour suprême, dit « mais ça produit exactement le contraire de l'effet recherché. » Donc, on a un président qui ne fait qu'aggraver tous les jours le trouble. Je ne reviendrai pas sur les conditions dans lesquelles il a été élu, très mal élu, mais en plus, au bout de 15 jours d'exercice du pouvoir, sa popularité c'est sans précédent. Il est sous les 40%. Une grande nette majorité des Américains ne lui font pas confiance du tout pour exercer le job. Pour le moment, il n'a pas démontré qu'il était capable de l'exercer. Ça a commencé le jour de l'investiture avec cette polémique avec son discours déjà fascinante pour un journaliste sur la question de post-vérité. C'est-à-dire que parce que des journalistes sur des bases tout à fait factuelles, vérité alternative, sérieuses, on dit qu'il y avait beaucoup moins de monde qu'habituellement, ou en tout cas que pour Obama. Il a soutenu le contraire. Et là, on a découvert un nouveau concept qui va illustrer le trumpisme pendant les années qui viennent. C'est qu'il y a la vérité et puis il y a la post-vérité. Il y a quelque chose qui est au-dessus de la vérité et que seul le régime peut définir. Bref, du reste, les ventes du livre 1984 de George Orwell ont explosé. Le bouquin est réimprimé en permanence parce que ce cauchemar fictif du futur est en train, quelque part, d'être esquissé par l'administration Trump. Donc en fait, toute la question maintenant, c'est parce qu'il y a aux États-Unis un appareil d'État de très haute qualité au département des fonctionnaires. Qui va reprendre la main. Voilà. La droite américaine a fabriqué une espèce de golem. Et comment maintenant ils arrivent à le maîtriser? C'est ça. Est-ce que le Sénat, qui est composé de gens raisonnables... Vous avez vu le vice-président? Je ne sais pas si ça donne tellement envie. Est-ce que les cadres, je dirais, du système américain sont suffisamment solides pour le mettre hors d'état de nuire? Cher Claude, je corrigerai un mot. Vous venez de dire la droite américaine a fabriqué un golem. D'accord avec tout, sauf avec le verbe fabriquer. Elle s'est faite aussi posséder par le golem. C'est le propre de la légende du golem. Et justement, j'ai posé la question à Rokhaya Diallo pour avoir suivi plusieurs campagnes aux États-Unis. On a vu cette dérive progressive finalement de la droite américaine vers des thématiques de plus en plus religieuses. Est-ce que, justement, Donald Trump, est-ce que d'une certaine manière, aujourd'hui, ils ne se sont pas fait déposséder de leur propre créature? Est-ce que Donald Trump, finalement, leur a pas échappé? Est-ce qu'ils ont encore prise là-dessus? Certains disent, oui, il y a la possibilité à terme d'un impeachment. Ce n'est pas du tout impossible, vu le scénario qu'on vit. Ça fait quand même 3 semaines seulement qu'il est président des États-Unis. Et il y a pratiquement 3 polémiques par jour. Est-ce que ça peut durer? Et ce qui est particulier, c'est qu'il a commencé à prendre la parole avant même son investiture. C'est-à-dire que dès lors, quand il était président élu, qu'il n'était pas effectivement le président
en place, il avait déjà commencé à user de sa plateforme sur les réseaux sociaux pour intervenir dans le débat public et dans le débat national, voire international. Donald Trump, en fait, initialement, c'est pas une personne très religieuse. C'est quelqu'un qui a pris des positions qui sont vraiment très contradictoires avec la vision très conservatrice et très puritaine de certains de ses camarades républicains. Donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a été fermement dénoncé de manière extrêmement virulente par un certain nombre de personnes comme Paul Ryan, qui sont aujourd'hui à ses côtés et le soutiennent. Donc, on peut aussi s'interroger sur la majorité à la Chambre. Voilà, c'est ça. On peut s'interroger sur aussi leur éthique et leur morale personnelle, parce que finalement, au nom du pouvoir, ils ont renoncé à des principes qui étaient les leurs, alors qu'ils étaient extrêmement virulents et inquiets, notamment pendant l'été, avant la nomination de Trump comme étant le candidat des Républicains. Isis Ascoberreta, chaque semaine, évidemment, on a droit aux caricatures sur Trump. C'est vrai que c'est un cadeau pour les dessinateurs. Oui, alors justement, il y a un premier dessin de Dalio, un dessinateur mexicain, un dessin publié dans El Impartial. Alors on voit ces combats, un premier combat vraiment entre le juge et cet énorme fauve que vous aurez reconnu avec cette crinière. Et si vous regardez bien à l'intérieur de la mâchoire du lion, il y a déjà deux petits bâtons qui essaient de l'empêcher de mordre. Cet autre dessin des morts, un dessinateur américain, dessin publié dans des Miami Herald. Alors, il a retenu le ton ironique qu'il avait justement fait dans un tweet de So-Called Supreme Court quand il avait nommé les juges fédéraux, So-Called Judge. Donc, on voit là ces deux personnes qui regardent la Cour suprême et qui se disent prêtes pour affronter les défis de l'exécutif de Trump. Et cet autre dessin de Lacombe, un dessin publié dans Marianne. Alors, on voit Trump freiné par la justice sur les décrets anti-immigration. Et on voit un Trump, quoi ? Apporte-moi les décrets anti-justice. Et comme on disait, voilà une scène de western. Et je voulais finir justement avec ces dessins de Joep Bertrams, dessinateur des Pays-Bas. On voit la justice et un dessin qu'il a intitulé « Le préservatif ». À se demander si, pour les prochains décrets du président Trump, ça serait bien justement ces types de préservatifs. Quand on se souvient de ce que les Républicains disaient des décrets d'Obama, de la pratique même des décrets, c'est vrai que c'est assez ironique de voir ce qui se passe aujourd'hui. Merci à Rokhaya Diallo d'avoir été avec nous. Merci également à Christian Macarian, à Claude Veil et à Isis Ascobereta. Restez avec nous à suivre dans un instant un nouveau journal sur France 24.